Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine. Puis, un peu plus tard, il y a eu cet appel téléphonique où il semble que Vladimir Poutine ait appelé Donald Trump. Ils ont parlé de la situation, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient. Et voici ce que Donald Trump a dit à propos de cet appel. Des avancées dans le domaine spatial. Et de quoi d'autre avez-vous parlé? Je n'ai pas parlé de l'espace, j'ai parlé de l'Ukraine et un peu de l'Iran aussi. J'ai abordé plusieurs sujets, mais surtout l'Ukraine. Et on a eu une très bonne conversation. Je pense qu'on va trouver une solution assez rapidement, enfin je l'espère. Je crois que vous aimeriez voir une solution, je peux vous le dire, et c'est une bonne chose. Oui. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, Ukraine militarily they're defeated. Okay. Yeah. Patrick, selon vous, qu'est-ce que Donald Trump attend de la Russie? Et qu'est-ce que la Russie attend des États-Unis, à la fois dans le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient? Et cet appel, comment l'avez-vous trouvé? On ne sait rien. Personne n'en parle. J'ai vu un compte-rendu sur le site du Kremlin, mais il n'y a rien dedans qui montre quels étaient les véritables objectifs de cet appel. Quelle est votre compréhension de tout ça? La question la plus importante, Nima, c'est qui a passé l'appel en premier? Qui a pris l'initiative? Est-ce que c'était la Russie ou les États-Unis? Même type de question. Qui a proposé le cessez-le-feu avec l'Iran le 6 ou le 8 avril? Je ne suis plus sûr de la date exacte, mais est-ce que c'était l'Iran ou les États-Unis? À mon avis, la réponse est la même dans les deux cas. Ce sont les États-Unis. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir qui a pris l'initiative de cet appel. Et pour moi, ça ressemblait clairement à un appel de panique venu de la Maison-Blanche, juste après la rencontre entre Abbas Araghchi et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça que je le lis, simplement à cause du timing. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Le conflit en Ukraine aujourd'hui, il n'existe quasiment plus sur la carte géopolitique, ni même dans le cycle médiatique. Et comme on le sait avec Donald Trump, tout toujours autour du cycle médiatique. Je suis sûr qu'il aimerait obtenir une victoire en Ukraine, ou quelque chose dont il pourrait se vanter, mettre fin à la guerre après ne pas y être parvenu depuis 14, bientôt 15 mois. Donc oui, je suis certain qu'il aimerait ça. Mais la Russie ne veut rien des États-Unis, à part quelque chose de constructif. Et ça nous ramène au point de départ à propos de l'Ukraine. La Russie a été très très constante dans ses exigences. Elle veut que les États-Unis, dans leur délégation, s'attaquent aux causes profondes du conflit. Parce que sinon, c'est du bon sens. Si on ne traite pas les causes profondes du conflit, on ne peut même pas prétendre tracer une voie vers un armistice, un accord contraignant ou un règlement politique à la fin. C'est tout simplement impossible, parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la base, sur la façon dont tout ça a commencé, d'un point de vue juridique et tout le reste. C'est là que les États-Unis ne pourront jamais s'entendre avec les Russes sur ce point. Ils ne le peuvent pas, parce que ce sont les États-Unis qui ont déclenché la guerre en Ukraine. C'est ça, le fond du problème. Les États-Unis l'ont fait, l'Union européenne aussi, et l'OTAN également. Ils ont déclenché la guerre en Ukraine, et c'est un fait. Il y a d'ailleurs eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la numéro 2202, qui le reconnaît plus ou moins. En d'autres termes, il y avait un processus de paix, et les Européens comme les Américains l'ont en grande partie saboté parce qu'ils voulaient que cette guerre ait lieu en Ukraine. Donc c'est un fait établi, du moins du point de vue russe. Eux, ils le comprennent très bien, évidemment. Mais l'Occident, les États-Unis et l'Occident n'admettront jamais cela.
Je pense que ce serait très difficile pour eux de le reconnaître, du moins avec les gouvernements actuels à Washington et à Bruxelles. À mon avis, c'est impossible. Si un gouvernement démocrate arrivait au pouvoir à Washington, il n'aborderait jamais les causes profondes, parce qu'il lui faudrait, en quelque sorte, clouer Barack Obama et Joe Biden sur la croix de la responsabilité géopolitique pour avoir déclenché ce conflit. Alors, les Russes, je pense que la conversation qu'ils ont eue avec les Iraniens à Moscou, il y a eu, à mon avis, une vraie convergence de vues, parce que les deux pays, les deux gouvernements, ont traversé une expérience assez similaire, et tous deux se retrouvent dans une position comparable vis-à-vis des États-Unis et de la structure de pouvoir occidentale. Ce sont en réalité deux guerres d'agression injustifiées, sans issue, menées comme des guerres par procuration. Dans ce schéma, l'Ukraine joue un rôle assez semblable, d'une certaine manière à celui d'Israël, utilisé comme un instrument américain contre l'Iran. Même si, dans ce cas, remember l'agit d'une acte sec. L'Iran est un adversaire direct et une menace existentielle pour l'État d'Israël, notamment en ce qui concerne sa légitimité dans la région. Mais l'Iran a réussi à affaiblir l'économie américaine et une partie de son complexe militaro-industriel à cause de ce conflit. De son côté, Israël essaie aussi d'épuiser les Iraniens, mais ça n'a pas fonctionné. De la même manière, l'Ukraine a tenté d'épuiser la Russie au nom de l'Occident. Et là encore, ça n'a pas marché. En revanche, la Russie a vidé de sa substance l'économie européenne et la légitimité de ses dirigeants politiques à cause de cette guerre. Donc quand les Iraniens et les Russes se retrouvent, ils sont un peu dans la même partie d'échec et leurs intérêts se rejoignent, leurs intérêts convergent, vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit la Russie avancer très lentement. Elle a tiré les leçons de son implication active en Asie de l'Ouest. La Russie est venue au secours de la Syrie, de la République arabe syrienne, en 2015. À l'automne, en octobre 2015, elle est intervenue et a renversé le cours d'un conflit qui, à l'époque, tournait clairement en défaveur du gouvernement Assad. Et la Russie a pris un engagement majeur, à la fois avec son armée de l'air et en renforçant son port en eau chaude de Tartus. D'un point de vue géopolitique, la guerre contre le terrorisme, pour la Russie, s'était perçue comme une bataille vraiment importante à mener. Il pouvait y éliminer une grande partie des forces terroristes, aider la Syrie et en même temps affaiblir ces groupes soutenus par l'Occident, qui représentent une menace pour le flanc sud de la Russie, dans le Caucase. Sans parler du fait que cela permettait aussi de préserver leur position stratégique à Tartus. Mais on peut voir le problème. Si tout cela n'a pas été un succès sur le long terme, c'est parce que l'armée syrienne s'est effondrée, et avec elle, l'État syrien. Cet effondrement est venu des sanctions, et plus largement d'une déstabilisation générale, d'une guerre sale menée contre la Syrie pendant 12 ou 13 ans d'affilée. Et tout cela a conduit à la chute de leur État. Et le chef de l'État, Bachar al-Assad, s'est enfui à Moscou. Mais la Russie ne pouvait pas se lancer dans une guerre au nom de la Syrie si la Syrie elle-même n'était pas capable de mener cette guerre. Et elle ne pouvait pas non plus soutenir économiquement la Syrie, même si elle a essayé d'avancer dans cette direction pendant des décennies, à cause de la politique intérieure syrienne. La Syrie a sa propre corruption. Elle est aussi, en gros, vulnérable à toutes sortes de manœuvres, venant à la fois des États-Unis et d'Israël, surtout dans son état de faiblesse. Tout cela a donc convergé vers l'effondrement de l'armée arabe syrienne, du gouvernement syrien et de l'État lui-même. La Russie ne peut pas mener seule cette guerre contre toutes ses forces. Le HTS, la Turquie, l'OTAN, Israël, pour le compte de Damas, si Damas n'est pas capable de prendre les devants.
La souveraineté de Damas a été largement affaiblie à cause des sanctions dites Qasar et des frappes aériennes répétées d'Israël. Plus de 10 ans de frappes. C'est ça, la leçon que la Russie a tirée de la Syrie. Et maintenant, on voit une délégation iranienne arriver en Russie. Ce qu'on observe, c'est Vladimir Poutine qui regarde les Iraniens et leur dit en substance « Vous menez cette guerre aujourd'hui, vous tenez toujours debout vous avez défendu votre souveraineté, vous avez résisté aux sanctions. Mais la situation est différente. L'Iran est bien plus fort, bien plus résilient, 47 ans de sanctions, de menaces, d'attaques, et malgré tout, le pays tient. Donc la discussion est très différente, et aujourd'hui, la Russie se trouve sans doute dans une position plus confiante pour aider l'Iran d'une manière ou d'une autre. Et l'un de ces domaines, j'en suis sûr, c'est le renseignement et aussi les données satellites. C'est vraiment, vraiment essentiel. Vraiment essentiel, surtout avec la nouvelle génération de missiles hypersoniques. Je ne crois pas que l'Iran ait encore révélé toute sa technologie de champ de bataille. Et c'est ce que je veux dire aux gens, Nima. J'en ai eu une connaissance presque directe quand j'étais à Téhéran. Un membre du programme de missiles parlait à des journalistes, et j'étais là présent. Il a dit, vous savez, nous avons des missiles à haute altitude, capables de se rediriger en plein vol, de changer plusieurs fois de direction et de frapper des cibles en mouvement. Je suis donc certain qu'il faisait référence dans ce cas à des navires de guerre. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, Nima, tout cela, au fond, c'est une question de données. Les États-Unis ont aussi une partie de tout ça. Du côté de l'intelligence artificielle, la technologie est utilisée pour suivre ce qu'on appelle les flottes fantômes ou les flottes obscures. Les États-Unis s'en servent déjà. Ils combinent les données radar, les données AIS, les signaux des transpondeurs et d'autres techniques de positionnement. Tout ça est ensuite synthétisé pour prédire l'heure estimée d'arrivée d'un navire de guerre, sa direction, sa vitesse, sa position, tout. Les conditions météo aussi sont intégrées, et le système peut prévoir les mouvements avec une probabilité allant jusqu'à 95%. Donc au fond, il s'agit simplement d'accumuler suffisamment de données pour pouvoir établir le profil des destroyers et des porte-avions américains. Et plus ces navires restent stationnés ou patrouillent dans la mer d'Arabie et l'océan Indien, plus ça laisse de temps aux Iraniens pour analyser la situation et se préparer. Et à ce stade, c'est simplement un problème logiciel en matière de guidage et de ciblage. Et avec une probabilité de 95%, ce que les États-Unis possèdent déjà, ils utilisent les mêmes systèmes pour différentes opérations, notamment militaires, mais en ce moment surtout pour la lutte contre la piraterie. L'Iran, lui, n'a pas une grande marine lourde qu'il déplace partout sur la planète, donc ce n'est pas vraiment un problème pour lui. Mais pour l'Amérique, c'en est un, parce que plus il reste sur zone, plus l'Iran a de temps pour mettre en place des solutions qui pourraient sérieusement handicaper les États-Unis, étant donné leur forte dépendance à la puissance navale. Et en termes de points de déploiement, il n'y en a plus beaucoup. L'aéroport Ben Gourion, Chypre et quelques autres. Djibouti et peut-être une base en Arabie Saoudite, ce qui pose évidemment aussi problème pour les Saoudiens. Il n'y a pas beaucoup de moyens de déploiement ni de soutien du côté américain parce que l'Iran a détruit une grande partie de ses bases ainsi que leur capacité à fonctionner comme installation militaire. Donc à ce stade, tout repose sur la puissance navale. Quelques indices à ce sujet. D'abord, la semaine dernière, il y avait 3 groupes aéronavals dans la région. À la fin de la semaine, l'USS Gerald Ford était positionné dans le nord de la mer Rouge. Pour moi, c'était très probable, et ça servait sans doute à plusieurs choses. 2, voire 3 fonctions. Entre autres, fournir une défense antimissile pour protéger le port saoudien de Yanbu, qui se trouve sur l'oléoduc ouest contournant le golfe Persique.
C'est en gros la bouée de sauvetage économique de l'Arabie saoudite, surtout si le détroit d'Ormuz est fermé. Donc cette présence permettrait ça, et en plus, elle défendrait Israël contre des attaques venues d'Iran. Elle est donc positionnée pour assurer cette protection, mais aussi pour intercepter les Houthis du Yémen. Par exemple, si certains d'entre eux lançaient des missiles vers le port d'Eilat ou d'autres cibles en Israël. Ils seraient idéalement placés pour les intercepter. Et puis il y avait le porte-avions USS George H.W. Bush qui arrivait, je crois, en contournant le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb. Donc il est aussi en position, tout comme, je crois, le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. Je pense que c'est le 3e groupe de porte-avions déployé. Et ça, c'est au bord de la mer d'Arabie et de l'océan Indien. Donc il y en avait 3, maintenant il n'en reste plus que 2. Le USS Gerald Ford a été rappelé ce week-end ou au début de la semaine à Norfolk, en Virginie. Ces groupes de porte-avions servent donc de relais. Il y a le ravitaillement en vol pour les missions. Certains avions peuvent décoller d'un porte-avions et atterrir sur un autre. Il y a beaucoup d'éléments en mouvement parce que cette opération devient de plus en plus sophistiquée. Les États-Unis n'ont plus les mêmes installations qu'avant pour mener ce genre d'attaque. Donc je dirais que leur marge d'erreur militaire est beaucoup plus faible et que la fenêtre de tir l'est aussi. Donc on parle d'une campagne d'environ 2 semaines, pendant lesquelles ils devraient sans doute utiliser la plupart de leurs munitions à distance dès la première semaine. Mais ils doivent quand même garder des réserves pour d'autres théâtres d'opération et pour d'éventuelles urgences. Donc ils ne peuvent pas tout engager. À mon avis, ça durerait peut-être 1 semaine, 2 au maximum. Ensuite, ils devraient passer à des frappes aériennes. L'idée, c'est d'éliminer ce qui reste des défenses aériennes iraniennes, puis d'avancer avec des frappes de chasseurs en coordination avec Israël. Là, on parlerait de bombes planantes, de survol direct, ce genre d'opération. Mais au final, on reste sur une campagne courte. Ce serait, comme dirait la Maison-Blanche, un coup de massue. 2 semaines. Et ça, Nima, ça coïncide à peu près avec les rapports du briefing du CENTCOM qu'on voit. C'est exactement ce dont le président a été informé. Mais le retrait du Gerald Ford, pour moi, c'est un peu problématique, potentiellement. Je ne suis pas sûr de la façon dont il compenserait ça, ou même s'il le ferait. Donc oui, ça m'inquiète, surtout dans le contexte de cette attaque, parce que je ne sais pas si c'est vraiment faisable, vu sous cet angle. Au final, Nima, on peut en discuter dans le détail, mais c'est un sacré pari pour Trump. Et politiquement, c'est décisif. Plus ils attendent, plus le risque d'une attaque augmente. Ça pourrait arriver aujourd'hui, demain, samedi ou dimanche, après la fermeture des marchés ou avant leur ouverture lundi matin. Mais ça reste un pari politique énorme. Plus le retard se prolonge, plus ça devient malsain aux États-Unis, parce qu'en ce moment, on voit une avalanche de rapports sur la mauvaise performance économique. Le PIB est sorti bien en dessous des attentes, 2%. Et pour ce trimestre, ce sera encore plus bas que 2%, mais ça ne sera publié qu'à la fin du mois prochain ou au début du mois de juin. On va donc assister à cette trajectoire inévitablement descendante de l'économie américaine à l'approche des élections de mi-mandat. Pour Trump, les marges de manœuvre sont limitées. Et je dirais que le mieux qu'ils puissent espérer, c'est qu'ils ne vont pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Enfin, ils pourraient essayer, mais ce serait à un coût énorme. D'une manière ou d'une autre, ça aurait un coût militaire énorme si tout ne se passait pas parfaitement bien. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup à gagner ici. Pas de bénéfice évident, pas de victoire claire. On pourrait parler d'une victoire à la Pyrrhus en détruisant les infrastructures de l'Iran, en détruisant les civils. Mais cette victoire à la Pyrrhus,
comme le roi Pyrrhus l'a appris en 280 avant Jésus-Christ, à un prix colossal. Plus on accumule ce genre de victoires, plus la réputation et la position se dégradent et plus on devient faible sur le plan stratégique. C'était déjà la leçon il y a des millénaires, et c'est encore la leçon aujourd'hui avec l'administration Trump. Mais cette administration américaine se contenterait bien d'une victoire à la Pyrrhus. Elle déclarerait une victoire d'une manière ou d'une autre, sans accord de paix, et laisserait simplement la guerre continuer en arrière-plan. Les États-Unis et Israël garderaient la possibilité de frapper ensemble à tout moment dans le futur s'ils décidaient de relancer le conflit ou pas. Ça dépend. Mais le vrai problème, Nima, dans tout ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune chance d'obtenir un accord, quel qu'il soit, ni un traité de paix avec cette administration américaine. C'est tout simplement impossible. Dans le climat politique actuel, il n'y aura aucun allègement des sanctions, ni rien de ce genre, de la part d'un gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou républicain. À moins qu'il n'y ait une crise politique majeure aux États-Unis, une vraie déstabilisation politique. Là, peut-être que la situation s'ouvrirait un peu, au point de dire « Bon, mettons fin à ce conflit avec l'Iran ». Mais si ça n'arrive pas, eh bien, l'allègement des sanctions, il pourrait toujours jouer la carte de l'enrichissement d'uranium. Et puis Poutine, bien sûr, il est toujours disponible. La Russie est toujours là. Ce serait donc un retour au JCPOA, avec la Russie comme garant. Mais tout le discours de Trump, c'est « Je dois obtenir un meilleur accord que celui d'Obama ». Donc, le JCPOA, ça ne suffira pas. Une version remaniée du JCPOA ne permettra pas à Trump de dire que son accord est meilleur que celui qu'il a annulé pendant son premier mandat. Les États-Unis et cette administration Trump se sont vraiment enfermés dans le pire des pièges. Il n'y a plus d'issue. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont investi bien trop de capital politique et économique à la fois sur le plan international et national. C'est un échec massif, cette opération, sur le plan politique et géopolitique. D'un point de vue impérial, Nima, la réputation des États-Unis s'est complètement effondrée. Ils sont enchaînés à Israël et ce Titanic est en train de couler. Et malheureusement, les États-Unis coulent avec lui à cause de ce conflit. Plus la douleur économique se fait sentir en Europe, plus elle se fait sentir aussi en Amérique et en Asie du Sud-Est, et le monde entier finira par en tenir les États-Unis et Israël pour responsables. C'est inévitable. Alors tenter de s'en sortir avec une opération militaire héroïque qui durerait 2 semaines, est-ce vraiment la meilleure carte à jouer? Est-ce leur meilleur atout? Trump dit sans arrêt « J'ai toutes les cartes ». On a toutes les cartes, ils n'en ont aucune. Mais en réalité, ils en ont, des cartes. Simplement, Trump a une paire de 7 qui se transformera en paire de jokers dans 2 semaines. Et pendant ce temps, l'Iran peut simplement attendre. L'Iran ne joue pas au poker, l'Iran joue aux échecs, et il joue sur le long terme, parce que pour lui, c'est une question existentielle. Mais les États-Unis ne s'en rendent pas compte. Ils ne pensent pas que ce soit une question existentielle. Pourtant, dans le sens d'une victoire à la Pyrrhus, c'en est bien une pour les États-Unis. Et je pense que les dés sont déjà jetés. Même s'ils mettaient fin à tout ça aujourd'hui, qu'ils signaient un accord miraculeux, vous savez, si Trump, d'une certaine façon, les nuages s'écartaient et que, je ne sais pas, le Jésus Trump descendait du ciel en blouse de docteur, eh bien, il serait déjà trop tard. On va avoir des forces hyper-inflationnistes qu'on ne peut plus éviter à ce stade. Ça va nous emmener jusqu'en 2027. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et ce sera cataclysmique. Même si tout s'arrêtait maintenant, je ne pense pas que les médias le comprennent vraiment. Et aux États-Unis, je ne crois pas que la Maison-Blanche en ait pleinement conscience non plus.
Je crois qu'il y a un peu de cette main invisible et résiliente d'Adam Smith qui va rattraper l'Amérique pendant sa chute. Mais les experts, eux, disent tous à peu près la même chose. Les marchés, surtout ceux du pétrole, et les taux d'inflation, ça ne sent pas bon. On voit une contraction. Il y a beaucoup de panique à Washington, surtout au sein de cette administration. Elle essaie de rejeter une bonne partie de la faute sur la Fed, parce que la Fed veut augmenter les taux d'intérêt pour freiner les pressions inflationnistes. L'administration Trump, elle, ne veut pas de ça. Elle veut rouvrir, baisser les taux, injecter de la liquidité et tout le reste. Mais à un moment, quelque chose va devoir céder. Ils ne vont pas pouvoir gérer cette situation. Je me dis à moitié que cette administration va tenter une sorte de plan de sauvetage massif en réaction. Et ça peut prendre différentes formes. On a déjà vu que les États-Unis proposent un plan de sauvetage pour les Émirats arabes unis. Donc c'est un peu comme si on devait venir en aide à nos alliés du Golfe Persique. Les Émirats se retirent aussi de l'OPEP, et ça c'est un développement intéressant. Les mécanismes de stabilisation des prix sur le marché mondial du pétrole sont un peu remis en question si les Émirats quittent l'OPEP. Et si les États-Unis sont potentiellement derrière tout ça, c'est assez clair. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer à long terme, mais ça veut dire qu'en matière de volatilité, de stabilité des prix, de tout ce qui touche à la cohérence du marché, ce sont des facteurs majeurs pour l'économie mondiale. Parce qu'à partir de là, on commence à voir un resserrement de l'économie. Si les investisseurs et les capitaux n'ont pas de visibilité sur les marchés, s'ils ne savent pas clairement où placer leur argent, alors il va y avoir une contraction du commerce, des investissements, de tout ça. Et si le seul refuge sûr en ce moment, c'est la Chine, où va aller le capital? Il va partir en Asie. Il va considérer cette région comme un refuge. Donc on va voir les capitaux quitter l'Occident pour aller vers l'Est. D'ailleurs, ça se produit déjà depuis un certain temps, mais ça va s'accélérer si les États-Unis et l'Europe continuent sur cette voie suicidaire, oui, je dirais suicidaire, sur laquelle ils se trouvent aujourd'hui. I would say suicidal path that they're currently on.